Bonjour, je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leurs combats, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. Mais c'est aussi intéressant pour nous, aujourd'hui, en tant qu'activistes de ces questions-là, de se demander comment on peut rallier le plus grand nombre à notre cause, quoi. Et au final, il n'y a pas une bonne façon d'arriver à l'écologie. Il y a juste la nôtre. Et c'est tellement transversal, l'écologie. Enfin, moi, je trouve ça génial qu'il y ait des gens aujourd'hui qui puissent se dire, moi, je suis écolo sur ma façon de consommer. D'autres, ça va être sur ma façon de me déplacer, sur ma façon de me vêtir, sur ma façon de voter, sur ma façon de rentrer en relation avec les autres. Et c'est ça qui est aussi génial dans l'écologie, parce que j'aimais pas l'étiquette. Au final, c'est un fourre-tout qui est incroyable et qu'on peut utiliser aussi. Je pense que c'est justement tout ce prisme très très large qui permet de comment est-ce qu'on peut laisser de côté ce qu'on peut appeler un combat, tu vois, mais en fait c'est plus une ligne de vie. C'est juste pour bien vivre pour toujours ensemble en fait. Avoir cette sensation de fluidité, d'émerveillement, de prise de conscience, d'introspection et d'être entre copines, c'est ce que j'ai ressenti lors de cette rencontre. Julie et Claire ont décidé de passer à l'action sur le Scylla, au sein de l'association Wings of the Ocean. Elles ont cette facilité à transmettre leur amour pour la planète, du vivant, de l'humain, de l'océan, en exerçant une simplicité, une sobriété dans leurs paroles. Elles veulent transmettre leur savoir car elles sont persuadées que les humains sont capables du meilleur. Et lorsqu'ils sauront ce qui se cache réellement derrière l'écologie, ils rentreront, évidemment, en action. Je vous laisse en compagnie de Claire et Julie. Bonjour Claire et Julie. Bonjour. Donc nous, on s'est rencontrés grâce aux réseaux sociaux, donc Instagram, où je suivais Alphonse D. le Dauphin, qui est venu vous voir sur votre bateau. Et là, je me suis dit, mais attends, elles sont sur Nantes, pourquoi pas aller voir ce que c'est, ce qu'ils font, et puis leur proposer de venir sur le podcast si c'est cool. Donc, ça s'appelle Wings of the Ocean, et je vais te laisser le présenter, Julie. Claire. Claire. Alors, Wings of the Ocean, c'est une association qui a 4 ans, qui œuvre contre la pollution plastique et qui combat donc le déchet sauvage. Donc, on a 2 axes d'action majeurs. La dépollution, on va soulager les écosystèmes de la pollution plastique et les déchets sauvages, et aussi la sensibilisation, parce que ramasser les déchets, ce sera jamais suffisant, et qu'on s'attaque au problème à la source, donc en allant directement rencontrer le grand public, les acteurs privés, les acteurs publics, pour leur suggérer des actions concrètes et des mesures de réduction ou de production des déchets, donc majoritairement donc dans les cadres privés, donc à la maison. Et donc l'association, elle est organisée sur 2 axes. Donc il y a des missions saisonnières qui œuvrent de mars à novembre. Il y a des missions itinérantes donc à bord de voiliers, dont les Scylla, Julie va parler, et aussi des antennes locales qui du coup sont actives toute l'année dans des grandes villes de France. Et du coup, moi, je vais parler du Scylla, puisque c'est dans ce cadre-là qu'on te rencontre, puisqu'on a la chance d'être en Nantes depuis une petite dizaine de jours et en escale avec le voilier le Scylla jusqu'au 24 septembre. On partira après pour Brest pour continuer le programme associatif. Et du coup, la mission Scylla, c'est un voilier de 28 mètres qu'on a la chance d'avoir chez Wings of the Ocean, donc qui fait partie des missions itinérantes.
de fait. Et l'idée, c'est que on accueille à bord une petite douzaine de personnes, majoritairement des bénévoles. Et pendant 6 mois, donc de mars à octobre-novembre, on parcourt les côtes françaises pour collecter les déchets et dérouler le programme associatif de Wings, donc dépollution et sensibilisation, avec donc 3 dépollutions par semaine. Et c'est à ce titre-là qu'on avait rencontré Alphonse. Et en parallèle, la chance d'avoir le voilier nous permet aussi d'ouvrir notre intérieur et de parler de notre mode de vie, notre mode de consommation. Enfin voilà, tous nos programmes et nos projets en interne, c'est ouvert au grand public et on fait ça à peu près 2 fois par semaine. Puis après, on a plein d'autres possibilités de parler d'écologie, notamment des stands. Là, sur Nantes, on a la chance d'être conviés au festival à mi-marée. On a une exposition qui est en cours à la Maison des Hommes et de la Technique. Enfin voilà, après on déploie tout un discours écologique et de lutte pour la préservation des océans et la lutte contre le déchet sauvage partout et de plusieurs façons différentes. Ok. Et donc la première question que je vais vous poser, c'est comment allez-vous, mais si je vous parle d'écologie, qui veut commencer? Moi, je veux bien commencer. Et ben, je me sens un peu mieux par rapport à l'écologie depuis Wings, tout simplement, parce que j'ai une action concrète et que je fais quelque chose de mes 10 doigts pour œuvrer vers un monde plus écologique, finalement. Et puis, du coup, j'ai la chance aussi d'être référente de l'antenne Wings à Nantes, ce qui me permet, du coup, d'avoir de l'action tout au long de l'année, pas seulement en mission de bénévolat l'été, donc ça aussi là, par exemple. Et je me sens vraiment mieux par rapport à ces questions d'écologie, déjà parce que ça me permet de maîtriser mon éco-anxiété. Je suis très, très éco-anxieuse. Je suis pas du tout dans l'éco-conscience. Pour moi, on est dans une urgence et je refuse d'avoir un discours non culpabilisant envers le public parce que c'est de notre faute et qu'il faut qu'on fasse quelque chose toutes et tous maintenant et que c'est urgent. Mais de m'engager du coup avec cette association, ça me permet d'avoir rendu mon engagement et mon militantisme en fait personnel, public et un peu plus collectif. Et ça me fait beaucoup de bien. Et toi? Même question pour moi. Ouais. Moi, c'est un peu différent. Je pense que quand je parle pas d'écologie, en fait, c'est pas une étiquette que je mets sur mes actions. Je pense que c'est quelque chose, l'écologie, pour moi, c'est un mot fourre-tout et je sais pas trop, j'ai pas ma définition de l'écologie. Alors oui, j'ai des définitions, évidemment, je sais ce que c'est, mais pour moi, c'est quelque chose qui est complètement intrinsèque et depuis toujours. Et du coup, j'ai pas, quand on me parle d'écologie, ok, c'est pour moi comme si c'était un sujet un peu trop ciblé parce que j'ai envie de parler de la vie, de l'humanité et pas forcément de l'écologie en soi. Donc c'est pas, quand on parle d'écologie, de suite, je me sens un peu obligée de me dire, ah oui, l'écologie, c'est grave, c'est une forme d'action qui est nécessaire, parce que ça colle avec ce que je pense. Mais c'est comme si on mettait une étiquette sur un truc qui est beaucoup plus vaste pour moi. Et donc, ça m'angoisse quand on me demande de parler que d'écologie, parce que je crois que l'écologie, je la vois partout et tout le temps. Et que ma définition, elle est tellement large que je pense que dans mes interactions avec mes amis, avec ma famille, avec mon monde professionnel ou mon monde associatif, ouais, c'est de l'écologie, mais je l'étiquette pas comme ça. Et donc moi, quand je parle d'écologie, ça m'angoisse, mais pas parce que c'est de l'écologie qui m'angoisse en fait. Ouais, c'est peut-être pas très clair. Ouais. Si, mais et comment toi tu te sens si on parle d'humanité et pas d'écologie? Je me sens super bien et en même temps extrêmement. Je me sens dans l'urgence et je me sens dans la nécessité de faire vite et de surtout de prendre conscience que il y a vraiment des actions à mener urgentes et je me sens avec un énorme sentiment de colère et d'injustice et ça me parle beaucoup plus. Ouais, je vais peut-être répondre comme ça à côté, mais je pense que l'être humain c'est quelque chose d'exceptionnel. On est capable du meilleur, et j'ai besoin de valoriser ça chez nous, chez notre espèce. Et j'en ai un peu marre de voir qu'on est quand même beaucoup sur le pire, quoi, et pour l'écologie et pour la justice sociale, pour des choses comme ça. Donc, je pense que finalement, pour moi, l'écologie c'est très réducteur à mon combat en tout cas et à mon militantisme. Et donc, j'ai plus envie de parler de mode de vie ou de mode de pensée ou de combat que de l'écologie. Ok. Et comment comment vous vous présenteriez sous le prisme du combat, de l'écologie, de l'humanité, de tout ça? Comment vous êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui? Quel a été votre chemin? Oh, waouh. Mais déjà, je vais reprendre beaucoup de choses que tu as dit parce qu'effectivement, pour moi, l'écologie, c'est un état d'être, un état d'âme. C'est pas une thématique
ça s'applique à tout ce qu'on peut envisager pour nos vies en fait maintenant et demain. Et cette histoire de combat, en fait, c'est juste d'en parler un peu plus haut et un peu plus fort, sans en parler directement. En fait, c'est de dire qu'est-ce que je fais, comment je le fais, en fait, plutôt. Et il est plus là, mon chemin personnel, c'est de l'avoir fait seul pendant des années, lutter contre la souffrance animale. Pour moi, c'est de l'écologie aussi. Être végane, manger pour sa santé, se sentir en bonne santé aussi, physique, mentale. Pour moi, tout ça, c'est de l'écologie. Et puis voilà, ramasser un déchet dans la rue, et puis deux, puis trois, et puis de rejoindre un collectif, et puis d'avoir tous les mêmes t-shirts, et puis de se rassembler, de passer 2 mois en faisant ça matin, midi et soir, ou t'en rêves même la nuit. Ça, pour moi, ça c'est l'évolution de mon parcours dans l'écologie. Et aussi, du coup, d'en parler beaucoup plus spontanément autour de moi, parce que ça y est, je suis convaincue que j'y crois, et que parce que je le fais silencieusement depuis des années, toute seule de mon côté, je sais que ça me fait du bien et que ça peut faire du bien à d'autres personnes aussi. Et c'est en ça que je rends mon discours, que je parle un peu plus haut et un peu plus fort de toutes ces thématiques-là. Parce que si ça me fait du bien à moi, ça peut faire du bien à quelqu'un d'autre. Et dans ce quelqu'un d'autre, bah, il y a le bien commun qui est la terre, et ça, c'est indéniable que c'est que bénéfique, quoi. C'est beau ce que je dis. C'est vrai. Moi, c'est un peu différent encore, mais moi j'ai 40 ans et je suis issue d'un milieu qui va être étiqueté écolo de base, parce que j'ai la chance d'avoir grandi avec des parents qui se posaient des questions sur le monde qui nous entoure. Et pareil, sans l'étiquette écolo, quoi, sans l'étiquette verte, enfin, plutôt apolitique mais plutôt engagé tout court. Et donc j'ai grandi avec ça sans être consciente que c'était une spécificité. Dans les années 80, bah c'était quand même un peu stigmatisé, peut-être un peu hippie, enfin un peu tout ça. Et j'ai toujours senti que j'étais un peu en décalage avec le monde qui m'entourait, notamment parce que j'avais des façons de consommer, pas la télé à la maison. Je sais pas, ma mère elle est zéro déchet, mais je crois qu'elle sait même pas que ça existe, le zéro déchet, parce que c'est évident pour eux en fait, pour mes parents. Et donc il y a une transmission de ça très très jeune au final, mais qui était pas nommée et qui était pas mise en valeur. C'était juste comme ça en fait chez moi, et j'avais quand même une espèce de un tiraillement vis-à-vis de mes copines qui avaient très envie d'aller en boîte, et moi je trouvais ça stupide d'aller sniff dans une boîte et de danser en buvant de l'alcool. Enfin, je voyais pas du tout l'intérêt. J'ai grandi à la campagne, à la montagne, donc j'ai appris à préserver le vivant, à apprécier la nature aussi, parce que je trouvais ça cool d'aller pique-niquer avec mes parents le soir. Enfin voilà, j'ai eu la chance d'avoir un rapport à la nature, plus à l'écologie finalement, mais je pense qu'il nourrit ça aussi aujourd'hui. Et donc mon combat, il était pas du tout combat. Mon combat initialement, c'était juste, je sens que j'ai un truc un peu différent du monde qui m'entoure. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'est créé en moi, une espèce de veine sans aucune nomination derrière, enfin sans étiquette. Et rapidement, vers 6-7 ans, je suis devenue végétarienne. Ne me demande pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Mes parents non plus. Mais j'ai la chance qu'ils accompagnent ça. Et ils ont pas accompagné ça sur le volet de c'est cool, les animaux, faut les préserver. Enfin, c'était pas du tout ça. C'était plus une panique, je pense, pour mes parents. Mais ils ont accompagné le fait que notre fille a des opinions et elle les défend. Et ça, je trouve ça incroyable en termes d'éducation, et je les en remercie enfin toujours, même si maintenant c'est un peu plus compliqué parce que je suis allée un peu plus loin et que pour eux je suis un peu extrême. Mais du coup voilà, j'ai eu ce truc là, et donc je pense que mes parents ont beaucoup valorisé le fait que j'ai des opinions et que je les défende. Et peut-être un peu trop, parce qu'après je suis devenue assistante sociale dans ma vie professionnelle, et sur des questions qui me faisaient péter les plombs des grandes problématiques sociétales, quoi, d'excision, de minorités qui sont complètement stigmatisés, de précarité. Enfin, moi, c'est des trucs que je peux pas comprendre, en fait, que un être aussi évolué que l'être humain puisse continuer à avoir une société où il y a des gens qui dorment dehors, où on mange pas tous à notre faim, où la femme, elle peut être complètement dénigrée au nom de je sais même pas quelle culture ou tradition. Enfin, tout ce truc-là, c'est vraiment un discours très ambiant autour de chez moi. Et comme j'ai intégré très jeune que mes opinions, elles peuvent compter et je peux me battre pour ça parce que mes parents ont soutenu ça, je suis arrivée à une profession incroyable et que je défendrai toujours. Et pareil, j'ai fait les choses de façon un peu intense, puisque du coup, j'ai travaillé en brigade des mineurs, au commissariat. Enfin, j'ai mis du social partout, et plus du social du bon sens, en fait. Et j'ai une énorme empathie pour l'être humain, parce que ça pourrait être moi, en fait, qui mange pas à ma faim, ça pourrait être moi qui sois victime d'inceste ou de choses horribles qui existent aujourd'hui, et que je peux pas ne pas œuvrer là-dessus. Et j'arrive à l'écologie bien après,
parce que l'étiquette, elle sort bien après, sur la question de l'alimentation, puisque tout d'un coup, on me demande pourquoi je suis pas végane, et tout d'un coup, je fais le lien entre protéger l'être humain et dans tout ce qu'il a de plus pur et de plus cool, et mettre au service les dispositifs d'action sociale pour que les gens aient une meilleure vie. Et je me rends compte que la meilleure vie qu'on prône au niveau sociétal, bah c'est pas tellement une super vie en fait. Faire ses courses au supermarché, je trouve pas ça génial. De partir en vacances, traverser la France en voiture, je trouve pas ça génial. S'aligner sur une plage pour l'été, je trouve pas ça génial. Et donc tout le consumérisme me fait amener à me poser des questions d'écologie, mais qui n'étaient pas initialement. Et donc le combat, évidemment, parce que ben j'ai besoin, quoi. C'est nécessaire pour moi. J'aimerais rajouter un petit truc par rapport au combat. Parce qu'en fait, je suis en train de comprendre à quel moment ça a vraiment pris une dimension que je voulais rendre visible. C'est par rapport à l'environnement dont tu parles aussi, de là où on vient, en fait, de là où on grandit. Il y a un mot allemand que j'aime beaucoup qui dit le Heimat. C'est vraiment cette représentation-là, en fait. C'est le d'où tu viens, mais d'un point de vue émotionnel. Et pour moi, c'est le d'Oléron. Et j'ai vu, en fait, sur ce territoire-là, le changement climatique lié au réchauffement climatique et à la pollution que nous on génère très très concrètement en fait sur les plages, l'érosion, les côtes, et je vois tout ça changer en fait, et ça n'a rien à voir, ça n'a rien de comparable à quand je suis née sur cette île et à maintenant quand j'y retourne pour juste constater ça et ramasser 20 kilos de déchets sur les plages à chaque fois. Et je crois que c'est ça qui a vraiment déclenché un truc très très fort en moi il faut qu'on rende tout ça public, visible, et que c'est devenu un combat quoi pour de vrai. Je trouve ça cool que tu dises que t'es un espèce de moment déclic, tu vois. Et moi, je pense que c'est quelque chose que j'ai pas eu. Et je salue ça. Et je me dis, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je suis chez Wings, dans d'autres assos où je pourrais être, parce que c'est d'aller chercher ça chez le grand public. Et il peut être tellement divers, il peut se fourrer partout, ce déclic écolo, ou plus largement de préservation et de bientraitance au final vis-à-vis de l'être humain et de la planète, puisque moi j'amalgame un peu les deux. Et je trouve ça chouette que tu aies un moment un peu déclic, parce que ça justifie aussi l'action qu'on fait maintenant aujourd'hui chez Wings. On va chercher ça chez les gens. Et moi, je l'ai pas eu, ce truc-là. Et je pense que ça aurait été plus facile pour moi, dans mon engagement, de pas me sentir toujours un peu décalée, et de pouvoir avoir cet instant-là où tout d'un coup, ta vie, elle switch, et tu dis, OK, ça, là, je pars dans quelque chose d'intéressant. Et en même temps, je trouve ça cool que je l'ai pas eu, parce que finalement, moi, les choses, elles se sont construites sans souffrance. Elles se sont construites de façon vraiment point par point. J'avais du temps pour m'intéresser et sourcer aussi des émotions, parce que je reviens sur ça. C'est-à-dire, ouais, il y a des trucs que ça me met en colère, l'injustice, ça me met en colère, l'excision, ça me met en colère, la peine de mort, ça me met en colère. OK, je vais chercher comment ça s'est mis en place, pourquoi, et le rendre très sociologique au final. Et finalement, les deux sont cool, quoi. Mais c'est aussi intéressant pour nous, aujourd'hui, en tant qu'activistes de ces questions-là, de se demander comment on peut rallier le plus grand le plus grand nombre à notre cause, quoi. Et au final, il n'y a pas une bonne façon d'arriver à l'écologie. Il y a juste la nôtre. Et c'est tellement transversal, l'écologie. Enfin, moi, je trouve ça génial qu'il y ait des gens aujourd'hui qui puissent se dire, moi, je suis écolo sur ma façon de consommer. D'autres, ça va être sur ma façon de me déplacer, sur ma façon de me vêtir, sur ma façon de voter, sur ma façon de rentrer en relation avec les autres. Et c'est ça qui est aussi génial dans l'écologie, parce que j'aimais pas l'étiquette. Au final, c'est un fourre-tout qui est incroyable et qu'on peut utiliser aussi. Je pense que c'est justement tout ce prisme très très large qui permet de comment est-ce qu'on peut laisser de côté ce qu'on peut appeler un combat, tu vois, mais en fait c'est plus une ligne de vie. C'est juste pour bien vivre pour toujours ensemble en fait. Et c'est dans l'intérêt de tous. Ouais, bien sûr. Parce que très clairement, nous, clairement, je me sens quand même plutôt favorisée. Et puis, on sait très bien que les années à venir, elles vont être compliquées. Moi, ça me touche beaucoup la question des réfugiés climatiques. Parce que les réfugiés, ça me touche du fait de ma profession, évidemment. Et tout d'un coup, je me dis, à cause d'une météo, il va y avoir des minorités qui vont en prendre encore plus plein la tête. Et c'est incompréhensible pour moi, quoi. Et je me dis, mais on arrive vraiment à un moment où je pense que l'écologie, c'est l'affaire de tous, et que en plus le fait d'être un peu plus âgé que les gens avec qui j'agis aujourd'hui, je me dis à un moment, l'écologie, c'était un bonus. Tu sais, t'avais de la charge mentale, genre t'avais une bonne vie, un bon boulot, t'étais calé un peu dans ta vie, et du coup t'avais du temps pour penser à l'écologie, à te sourcer, à te renseigner. Moi, j'ai grandi avant Internet aussi, donc maintenant on a accès quand même aux infos. Et je crois que c'est aussi ça l'écologie maintenant, c'est de l'urgence, alors qu'avant c'était presque un loisir où
Enfin, il y avait des gens qui combattaient bien évidemment déjà, hein, mais maintenant, je trouve que, tu vois, ça peut devenir cool d'acheter des fringues en fripe avec tes potes, quoi. Ouais. Ou ça peut être cool d'aller chercher le petit resto qui va permettre d'arriver avec tes contenants. Ça, c'est un peu chouette, quoi. Ouais. Et je pense qu'on a tous un rôle aussi. Parce que moi je savais pas, là je viens de l'apprendre que t'as toujours été comme ça dans ta famille, les opinions des 6-7 ans, je trouve ça génial. Et en fait moi je pense qu'on a besoin aussi de personnes comme toi qui ont pas eu ce déclic en souffrance et qui ont cette sérénité en mode mais moi en fait la vie je l'ai toujours vue de la manière où nous on essaye de tendre et franchement c'est super stylé et donc nous ça nous rassure. Enfin moi je pense qu'on se ressent peut-être un petit peu plus dans notre histoire et en tout cas pour moi je me dis mais elle me rassure parce qu'en fait elle a vécu ça mais sans souffrance et donc je peux aller vers cette non souffrance et me battre quand même, avoir quand même les crocs et je trouve que ça aussi ça donne de l'espoir positif. Moi je pense que il y a aussi la question de l'éducation. Elle me parle évidemment en tant qu'assistante sociale, c'est-à-dire que ça veut dire que, enfin pour moi, on peut transmettre ça. Et ça c'est primordial parce que c'est la suite. Clairement, on va pas pouvoir l'assurer que notre génération. Et que on a beaucoup à bord d'enfants qui viennent visiter le voilier parce que on travaille avec l'éducation nationale. Et moi j'étais très surprise l'année dernière sur le SILA des enfants qui venaient et qui étaient éco-anxieux. Et ça c'est un truc qui m'a démonté. Là, la souffrance, elle est là. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on leur laisse? Et j'entends beaucoup il faut que vous alliez dans les écoles, faut apprendre aux enfants et tout. Et je me dis, oui, il faut, bien évidemment, faut leur transmettre. Je suis la preuve que ça peut se transmettre. Et évidemment, sans souffrance, et dans quelque chose d'hyper intrinsèque et un espèce de chemin cool où tu vas chercher tes questions au fur et à mesure. Moi, je ressens les choses et après, je vais les sourcer. Et parce que je suis végétarienne, mais je sais même pas l'expliquer. À 6 ans, évidemment que non. Et c'est à 18, quand les copains me disent, ah, t'as un problème de santé, que je commence à me dire, pourquoi je fais ça? Et c'était voilà et j'ai toujours, on a beaucoup ce débat là, enfin on a eu beaucoup parlé de ça notamment avec toi Claire, de la question de on nous renvoie beaucoup, voyez avec les enfants, c'est l'avenir. Et moi ça m'agace parce que je me dis mais non, l'avenir c'est maintenant en fait. Et avec toi aussi c'est l'avenir, avec et oui avec les enfants bien sûr, mais j'aime pas cette idée que on leur donne cette responsabilité là. Et je trouve que on leur crée cette souffrance à 10-12 ans. Moi, 10-12 ans, enfin, franchement, je montais aux arbres et je faisais des cabanes dans les arbres, quoi. Et c'était trop cool. Et cette innocence-là, quand t'as des enfants de 12 ans éco-anxieux, ça pique, hein. Ouais. Parce que nous, on a déjà des souffrances. Enfin, je vois autour de moi des gens qui sont très éco-anxieux, et très en colère ou enfin, voilà, avec des émotions qui leur appartiennent, mais qui proviennent de la même peur. Et ben, tu te dis, putain, à 12 ans, comment on gère ça, quoi? Et nous, on doit accompagner ça maintenant. Je pense que c'est primordial d'accompagner ça maintenant. Et si nous, on est pris dans nos émotions à nous de quelle est mon éco-anxiété, comment je peux la mettre en mouvement, ce dynamisme-là, comment je peux aller nourrir ça, on s'occupe pas de ce qu'on a créé chez ces enfants-là et plus largement chez le grand public, tu vois. Et je pense qu'on doit être sur tous les fronts maintenant. Et du coup, moi, j'en arrive aussi au sentiment général qui est pas de l'éco-anxiété, mais c'est plus de la rage et de me dire, on a tellement de choses à faire que il faut le faire, quoi. Et pour que ça soit dans la durée, il faut le faire de façon pondérée, avec les tripes, et en même temps que ça soit un peu fun. Et c'est ce que je trouve chez Wings. On a vraiment cette espèce de conglomérat des trois trucs, quoi. Ouais. C'est ce que tu nous disais un peu au départ, c'est que toi, t'as ce côté colère, alors que toi, t'es encore un peu dans la tristesse. Je suis vraiment dans la colère aussi, mais qui se manifeste par la tristesse parce que je ne sais pas me mettre en colère, en fait, tout simplement. Ça ne fait pas partie de ma personnalité. Mais je bouillonne à l'intérieur de moi parce que justement, ça me semble tellement évident, tellement logique, tellement simple, en fait, de vivre en harmonie avec la nature, avec les gens, d'être respectueux, en fait, de ce qui nous entoure. Et surtout, de vivre en fonction de son environnement et de pas adapter son environnement à soi. Et je trouve que c'est ce que l'humanité fait constamment. Les goudrons, les immeubles, enfin, tout ça, c'est des choses qui, pour moi, font un non-sens complet. Ça me rend vraiment en colère. Et ça se manifeste par la tristesse, quoi, parce que c'est comme ça que je gère mes émotions, c'est-à-dire pas tout à fait bien encore. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi dans le sens où je trouve que aussi quand tu parles aux autres et que tu diffuses ce message-là, tu le sors aussi. C'est une façon de mettre en action ta colère. Et c'est pas dans la tristesse quand tu sensibilises en Wings tu parles avec les gens.
ok, oui, on va repartir sur la question de parfois on est culpabilisant, mais on fait aussi partie du problème. C'est quelque chose qu'on pose comme principe chez Wings très fort. C'est-à-dire, on n'est pas des experts de la vie rêvée et de celle que tout le monde doit avoir. Et finalement, je crois que quand quand on a cet espace qu'on trouve chez Wings de pouvoir parler avec les gens, moi c'est ça qui me fait du bien, et c'est ça, de pas être tout seul avec ma colère et de me dire ok, je la mets en œuvre et je peux la créer chez les autres en fait, parce que c'est ça qu'on fait, ce qui est un peu pervers, hein, mais de dire moi j'adore créer la colère chez les autres, et je pars du principe aussi, et je sais que tu es d'accord avec moi, que c'est un peu optimiste, mais je pars du principe que si tout le monde a les gens autour de moi ont les connaissances actuelles que j'ai sur la société, la façon dont on œuvre, sur la question de combien de chiffres de pollution plastique, combien de déchets on peut ramasser, comment ça se passe en termes d'industriel, enfin tout ce corpus qu'on a, les gens ils agissent pareil que nous. Évidemment, pour moi, si à un moment pour moi, si t'as accès à cette information là et qu'on t'a donné les moyens de pouvoir la comprendre, ils viennent chez Wings quoi, ou dans d'autres assos où ils font d'autres trucs. Enfin, moi je pars vraiment de ce principe là. Et du coup, ça permet d'arriver à la sensibilisation et de se dire, tant qu'on parle, tant que nous qui avons déjà pris conscience des choses d'une façon ou d'une autre et qu'on parle, on avance. Ouais. Et ça fonctionne en plus. De ouf. Je me vois très bien dans mon cercle d'amis et de famille. Évidemment, ça fonctionne en fait. Et c'est de transmettre cette colère-là, cette rage. Voilà, t'es vraiment face à un sentiment de honte quoi envers l'humanité. De se dire mais on en est arrivé là en fait. C'est juste. C'est vraiment ridicule, quoi. Ça fonctionne. C'est juste qu'après, quand tu te retrouves tout seul et que tu fais juste un constat sur qu'est-ce qui change pas, voilà, tu sais très bien où tu te situes. Et moi, c'est là que je me sens un peu triste, quoi. Ouais. Je me dis, il faut que je garde de l'énergie jusqu'au bout pour continuer de transmettre la rage d'aller plus loin. Tu vois, je trouve que parfois, on est quand même beaucoup à s'excuser d'être triste ou en colère. Et pour moi, c'est pas des émotions négatives. C'est au contraire, c'est des émotions qui peuvent être moteurs. Pour moi, la question, elle est pas quelle est ton émotion de départ vis-à-vis de ce qui se passe et l'écologie, et de façon plus large, parce que moi, je l'élargis toujours, pardon, mais en termes d'humanité, en termes de tout ça, de justice sociale, de règles, tout ça. Et c'est plus qu'est-ce que t'en fais et comment tu la transformes. C'est-à-dire que si la colère devient de la violence, j'ai un problème. Si la tristesse devient de la dépression, j'ai un problème aussi. Par contre, si ces émotions-là, elles déclenchent, et après, c'est de trouver comment tu peux qu'elles te bouffent pas, en fait. Et je crois que il y a tellement d'endroits où on peut faire ça. Moi, je vois des gens autour de moi qui sont écolos, ils le savent même pas, et c'est ça génial. Et on se dit pas, tu vois, typiquement le Vinted, c'est un exemple concret. Moi, j'adore ça. Je vois plein de nanas qui font plein de monde qui font des achats sur Vinted parce que c'est rentable et que c'est un peu fun de rechercher la petite fripe ou la petite sape qui est sympa et tout. Et je me dis, mais c'était à la base de l'écologie. Bon, ça a peut-être mal tourné sur cette question-là parce que du coup, on surconsomme quand même. Mais il y a un peu cette idée-là de c'est hyper drôle et rentable. Et je trouve ça cool aussi parce que c'est un truc qu'on met pas trop en avant. L'écologie, ça peut être aussi très rentable. Nous, sur le bateau, on fait les invendus, pas parce que financièrement, on estime, mais juste parce qu'on n'a pas envie que ça soit jeté, que c'est stupide que ce soit jeté. C'est du travail d'avoir fait pousser des légumes ou d'avoir fait du pain, et c'est chouette quoi. Et c'est un jeu en fait. Pour moi, c'est le zéro déchet typiquement, parce que quelque chose qu'on prend, c'est devenu un jeu pour moi. Au début, je me suis dit, ah mon Dieu, l'angoisse, le coton c'est l'horreur, les serviettes hygiéniques, les tampons c'est l'horreur, et j'étais dans ça, et tout d'un coup c'est devenu marrant, et en plus on le partage. Et donc c'est de dire sur quoi je peux encore grappiller un petit peu. C'est vraiment une porte ouverte à la créativité en fait. Aussi, clairement, tu dis tellement bien. C'est tout le temps ça. C'est un jeu, nous on s'amuse bien, et c'est comment alors oui, on a cette colère, oui, on a cette urgence là de nécessité d'agir pour nous mais aussi pour la planète, et en parallèle c'est OK, on va faire ça quand même au quotidien entre soi avec des gens incroyables et dans des interactions, c'est la famille et on vit des moments exceptionnels, et on a une chance inouïe. Pouvoir passer ce temps-là chez Winnie, c'est pour moi c'est une chance inouïe. Et allez, vas-y, on va inventer une petite expo qui est sympa sur le sujet qui nous touche, et en même temps on boucle, c'est-à-dire on a les infos intéressantes, on a la sensibilisation de toucher d'autres personnes et de pouvoir créer ce fameux déclic, ou en tout cas cette fameuse mise en action, et en plus de ça, franchement on fait des trucs un peu stylés quoi. C'est chouette. On s'amuse bien. Ouais, on s'amuse bien. Et pour aller encore là-dedans, est-ce que vous avez des fiertés qui vous ont apporté beaucoup de joie et de bonheur? 1000, 2000, tellement.
Pourquoi tu regardes comme ça? Bah, je sais pas. Dis-le! Ah, j'aimerais trop qu'elle le dise. Bah, moi, dans l'instant T, je suis très fière parce que je fais un petit peu des photos, parfois. Et puis, voilà, il y a des photos que j'ai prises que j'aime bien, qui sont visibles par plein de gens qui connaissent ni l'asso, ni peut-être plein de questions écologiques ou qui savent pas que on peut fabriquer des vêtements avec des masques chirurgicaux utilisés pendant la pandémie qu'une artiste, du coup, a créé. Et voilà, et qu'elle nous a prêté sur un événement parce qu'on a fait, on fait un format de visite d'ici là autour de la fast fashion. Parce que du coup, ça nous permet aussi de parler de d'autres axes de pollution et pas que la pollution plastique. Et voilà, bah, du coup, moi, ça me rend fière parce que c'est une collaboration entre plein de personnes et puis entre des gens que je connais et que j'aime maintenant parce que je vois leur tête tous les matins au petit-déj, quoi. Et du coup, c'est cool. Il y a mes photos parmi tant d'autres et d'autres choses cool dans une grande salle. Il y a des gens qui vont venir voir. Ça me rend fière, quoi. Je trouve ça cool. Elle est trop belle, cette expo. Moi, je pense que, ouais, j'ai dit 1000 très spontanément et je serais incapable de lister les choses qui me rendent fière. Moi, ce qui me rend aujourd'hui, mais pareil, je réponds sur l'instant T, mais j'aurais sûrement plein d'autres trucs à dire. Mais moi, ce qui me rend fière aujourd'hui, c'est que j'ai rencontré Wings il y a 3 ans maintenant et que au début, l'asso était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et ce qui me rend fière, c'est que des choses qui étaient pas bien calées dans l'assaut initialement, des trucs qui me dérangeaient un peu, mais rien de grave, mais des trucs d'orga, d'anticipation, en fait des trucs d'une vie associative où t'es à plusieurs de travailler sur un projet et qui m'agaçait un peu et qu'on a tellement déployé et ce qui me rend le plus fier aujourd'hui, mais c'est aussi que je suis chargée de projet sur le SILA et que j'ai jamais pensé que ça pouvait être un métier d'être militant et je suis trop fière d'avoir réussi à passer ce cap-là parce que là voilà j'ai plusieurs équipages qui sont depuis juin avec moi, donc des bénévoles, et que je rencontre des gens à qui je sens que je peux transmettre quelque chose et où du coup je me retrouve dans une position où je me dis ouais, je suis un peu inspirante. En tout cas, c'est ce qui m'est renvoyé avec toute ma pudeur, je le dis là, et j'adore ça parce que je me dis mais si moi j'avais rencontré Wings un peu plus tôt ou en tout cas des assos un peu plus tôt, j'aurais fait tellement plus que ce que je fais maintenant. Moi, j'ai l'impression tout ce temps de maturation, de mettre des mots sur ok, je suis militante et ok, je suis engagée, ok, je suis écolo, ok, je suis végane. Enfin, toutes ces étiquettes que je maîtrise pas encore très très bien. Mais si j'avais pu les poser plus tôt, parce que si j'avais eu accès à l'information et à l'intellectualisation plus tôt, j'aurais pu encore sensibiliser vraiment beaucoup plus de monde. Mais là, ce qui me rend fière, c'est de le faire aujourd'hui et de me rendre compte que ouais, je rencontre des gens incroyables avec des idées incroyables. Ça c'est vraiment une fierté de pouvoir leur transmettre quelque chose. Moi, j'aime beaucoup cette idée de transmission de mon expérience, même si elle vaut ce qu'elle vaut et qu'elle est à hauteur de que moi. Mais ça, je trouve ça un peu cool en ce moment sur ma vie en ce moment. Et l'autre truc dont je suis hyper fière, c'est que quand on s'engage en associatif, chez Wings, mais probablement ailleurs aussi, en fait, il y a une montée en compétences. Et je trouve que dans la société actuelle, on n'a pas tout à fait ça de valoriser des compétences. Moi, en tant qu'assistante sociale, je me suis jamais dit je peux vivre sur un voilier en étant chargée de projet de 12 personnes. Parce que c'est pas mes études, en fait. Et du coup, je me rends compte, si, j'ai certaines de compétences qui sont utiles pour ce poste-là. Et je pense que c'est pour beaucoup de monde. Et j'aime trop parce que il y a vraiment des bénévoles qui font des études pour un certain mode de vie et qui viennent après moduler des choses et c'est des petites graines plantées, quoi. Donc ouais, ça c'est hyper cool. Moi, je suis fière de ça. Je te rejoins beaucoup là-dessus. En fait, ça me rend fière de partager cet engagement avec des gens qui sont là pour devenir meilleurs, entre guillemets, mais surtout apprendre des choses et être dans la transmission eux-mêmes. Et c'est ce qui s'est passé pour moi après mon premier passage sur le SILA l'année dernière. C'est que, sans m'en rendre compte, j'ai planté des graines dans tous les cerveaux de mes proches et aujourd'hui, c'est eux qui me remotivent. En fait, ma meilleure amie, elle est devenue végane. Bien sûr, elle est avec moi à l'antenne ici à Nantes. Bien sûr, elle ramasse tous les déchets sur son chemin. Elle va engueuler tous les gens qui jettent des mégots par terre. Enfin, j'ai créé un monstre, en fait. Elle est pas pire que moi. Et ça, c'est de la transmission aussi. Et du coup, je me sens hyper fière de faire partie de cette chaîne parce que j'apporte à ma manière, du coup, ma toute petite personne dans tout ce processus qui peut à terme rééquilibrer toutes ces questions d'écologie en fait et nous ramener à quelque chose d'harmonieux. Ça me rend hyper fière. Moi, les rencontres aussi. Oui, évidemment. Évidemment, les rencontres incroyables. Et Claire, c'est un bon exemple de ce que je disais de ma fierté. C'est que l'année dernière, t'arrives en mode,
oui, je fais vaguement des photos. Et cette année, bam, elle organise une expo avec des photos qui sont incroyables. Et je me dis, bah, j'ai participé à ça. Et du coup, Claire, là, bon, même si là, aujourd'hui, t'as encore dit, je fais un peu des photos. Non, elle fait des bêtes de photos. Mais il y a cette espèce de truc et que je trouve génial dans les interactions. Et c'est grâce à l'écologie qu'on se rencontre, toutes les deux. Et ça, enfin, c'est tellement un truc qui peut être partout et chacun peut en tirer sa petite bille. Si on peut se faire du bien, en faisant du bien à la planète et à la société et en transmettant des valeurs et en étant cohérent avec soi, enfin, pourquoi le refuser, tu vois? Ouais, c'est possible. Ça existe, en Et fait, c'est cool. tout simplement. Et là, vous disiez que vous aviez des proches qui vous soutenaient à fond, à qui vous avez mis des graines, etc. Mais est-ce que vous avez aussi parfois un peu l'inverse? Et comment vous le gérez? Bah, ça, c'est un peu aussi un truc qui a été un levier, du coup, dans ma prise de parole publique, on va dire. C'est les détraqueurs, quoi. C'est qu'il y a un moment où en fait, c'est même pas des gens qui m'ont fait perdre confiance en moi. C'est juste que j'ai réalisé que c'était des gens qui étaient potentiellement perdus et qui avaient pas de fibre d'engagement ou qui avaient juste pas de conviction, en fait, pour l'écologie et qui comprenaient juste pas ce que c'était et qui avaient besoin, en fait, d'en entendre plus. Du coup, c'est encore plus un challenge que d'aller voir ces personnes-là et toujours dans l'amour avec un grand A, parce qu'évidemment, on n'arrivera pas à toucher ces publics-là en étant dans l'agressivité, quoi. Et c'est toujours difficile à gérer, hein. Franchement, je suis pas mentir, aborder ces gens-là, c'est un peu complexe, mais je me questionne beaucoup, beaucoup là-dessus, en tout cas. Pour trouver des solutions. J'ai pas trop de difficultés à ça. Parce que, bah, je fais depuis toujours. 6 ans, tu manges pas de viande. Évidemment, tu dois construire ton truc, quoi, tu vois. Et je pense que enfin, je sais pas, j'ai eu la chance, quoi. J'ai pas trop, après, oui, parfois, mais en fait, j'aime pas, je veux pas être condescendante avec ceux qui vont nous rentrer dedans. Typiquement, on fait des opérations de mégots. Parfois, on ramasse que des mégots pour cibler et c'est clairement de la sensibilisation. Enfin, c'est pas tellement pour enlever les mégots et tout nettoyer. C'est aussi pour que les gens nous voient faire. Et ça arrive fréquemment qu'on vienne nous taper sur l'épaule en disant merci. C'est un truc qui m'agace. Et parce que je dis, viens, enfin, fais avec nous. Ou par exemple, c'est, ah, mais moi, je fume pas, donc je me sens pas concernée. Ben, en fait, si, on est tous concernés parce que c'est notre trottoir et que, ce serait cool que le mégot, il aille pas dans la flotte, quoi. Donc ça peut m'agacer au quotidien, mais je pense que je passe vite parce que enfin, je sens pas. Oui, j'ai une colère. Oui, je peux être agressive et tout, mais ça va plutôt être de la lassitude par moment parce que aussi on est. Oui, c'est ça, en fait. À un moment, il y a juste pas de réponse, en fait. Non, c'est ça. Donc, c'est pas dans la passivité, c'est juste tu passes à côté, en fait, de la réflexion désobligeante. Et puis, dans tous les cas, tu sais que si ça a suscité une réaction chez la personne. Et elle reste avec ça, en fait. Et elle va le potasser toute seule dans sa tête et ça va déclencher un truc beaucoup plus fort que toi, t'aurais pas été à même de déclencher. Et la plupart du temps, on est dans de la sensibilisation passive. Où justement, c'est en disant le moins qu'on en fait le plus. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois, notamment sur les questions d'alimentation, parce que je suis végane aussi et végétarienne depuis que je suis toute petite, parce que je trouve ça débile qu'on mange un animal tout petit alors qu'on peut attendre qu'il grandisse pour en manger plus dessus, tu vois. Par exemple, c'est des trucs de rationalité, de logique aussi que je défends. Et il y a plein de gens que j'attaque pas du tout quand ils mangent de la viande, etc. J'ai beaucoup de mes amis qui sont devenus végétariens, véganes, sans jamais que j'essaie de les convaincre de quoi que ce soit. Et c'est eux qui reviennent après me voir en me disant, en fait, juste je t'ai observé, en fait. Et puis j'ai conscientisé le truc et j'ai compris et j'ai machin. Et c'est souvent des gens qui, au début, sont dans l'agressivité parce que justement, la prise de position, la conscience, tout ça. Moi, je pense aussi que si on récupère de l'agressivité quand on est dans nos actions, c'est qu'on est au bon endroit. Bah oui, totalement. Mais clairement, tu vois. Et du coup, et en plus, je trouve ça cool parce que souvent, on nous attend sur quelqu'un qui vient un peu agressif, qui vient à notre rencontre. Déjà, il vient à notre rencontre. Et l'agressivité, c'est juste la forme à laquelle il donne du truc, mais ça veut dire quelque chose de sa position. C'est que d'autant plus, tu peux le retourner, à mon sens, tu vois. Enfin, je suis pas très forte en com ou des choses comme ça, mais je me dis, d'autant plus, qu'est-ce que t'es en train de me dire si tu viens de façon agressive? Il y a la métacommunication, quoi. Ok, tu viens. C'est ça qui compte, en fait. Et bien, on va travailler sur ton agressivité. Mais après,
je pense aussi que le monde il évolue et le Covid, il y a des choses comme ça qui sont passées. Oui. Là, enfin, on parle de véganisme, les choses elles évoluent aussi sur ces questions-là pour des raisons financières, pour des questions intellectuelles. Et je trouve que, enfin, c'est moins difficile qu'avant. Et c'est pas pour ça que ça suffit, bien évidemment. Mais je crois que le monde est un peu plus prêt à l'écologie aujourd'hui. Pas forcément tout le monde partout et tout, mais je pense qu'il y a quand même un petit terreau qui est sympa, quoi. Ouais. Hier, j'ai fait une autre interview et en fait, elle me disait que elle était végane, donc comme vous, et qu'en fait, elle s'était rendue compte que les gens qui étaient végétariens autour d'elle, en fait, plus personne leur pose de questions. Genre, c'est devenu quelque chose de totalement normal de devenir végétarien, mais par contre, végane, il y avait encore des questions, on venait encore la chercher, mais elle disait que c'était ultra cool parce qu'il y a quelques années encore, végétarien, on posait plein de questions. C'était encore le truc un peu chelou, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors que maintenant, c'est devenu quelque chose de ok, il est végétarien. Il y a aussi la question des extrêmes. C'est-à-dire qu'il faut toujours un extrême pour accepter. Je pense qu'on accepte les végétariens plus facilement aujourd'hui parce qu'il y a des véganes. Et on accepte peut-être plus tard les véganes plus facilement parce que il y a d'autres personnes qui luttent de façon très enragée à pénétrer dans les abattoirs. Et tu vois, il faut toujours un peu, mais pour plein de trucs, pour l'homosexualité, il fallait la gay pride, tu vois. Donc, enfin, moi, je code ça comme ça vaut ce que ça vaut, hein, mais je pense qu'il faut toujours des extrêmes pour qu'on puisse travailler tranquillement après à la source d'autres trucs. Ouais. Moi, je trouve que ça progresse aussi. Ben après, ne serait-ce qu'on est une cible, les véganes et les végétariens. On est une cible quand tu vois McDo qui propose des menus végé ou pas très bons d'ailleurs, mais ça reste McDo et on n'est pas d'accord avec ça, mais ça montre que ça, enfin, c'est possible, quoi. Moi, pour moi, ça, c'est que des questions d'alimentation. Alors, ça m'agace parce que je trouve que c'est réducteur de fou. J'aime pas cette étiquette de vegan pour le coup, je le dis souvent. C'est que, pour moi, c'est juste des repas et je pense que mon combat, il est beaucoup plus large que juste ce qu'on mange, en fait. Ouais. Mais c'est quelque chose en France c'est une porte d'entrée qui vient tout de suite titiller. Genre, nous, quand on a arrêté la viande, et mon copain dans ses études, c'était vraiment un gros viandard, et tous ses potes, ils ont pas compris, quoi. Genre, mais toi, tu arrêtes, et en même temps, ça leur a fait poser des questions. C'est-à-dire que si lui, il peut arrêter alors que j'étais comme lui, est-ce que moi, je pourrais pas arrêter aussi? Et en fait, on se rend compte que même si ça vient pas forcément faire des actions tout de suite, il y a quand même des graines, comme tu disais, qui ont été mises, et donc une réflexion qui est enclenchée, et après, derrière, soit ça va vers des actions, soit ça va pas. Mais je trouve quand même que la partie alimentaire, en tout cas, moi, dans mon cercle, c'est vraiment le truc où non mais le français de base c'est un viandard, quoi. Ça, en fait t'es en train de dire non à la tradition française, mais non, en fait il y a l'association est végétarienne, donc ça veut dire qu'à bord des missions là dont on parlait Claire tout à l'heure, c'est végétarien. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent faire du bateau, parce qu'ils veulent une aventure humaine, parce qu'ils veulent s'engager, ou ils veulent se questionner entre pairs, sur l'écologie. Et il y a cette cause-là, mais c'est pas notre combat, c'est juste notre cohérence en fait associative. Et c'est pas un truc sur lequel on s'étend forcément. C'est juste que c'est polluant l'alimentation carnée, donc on est végétarien. Et en fait c'est très drôle parce que du coup les bénévoles sont les premiers sensibilisés, et il y a énormément de bénévoles qui rentrent en se disant ok, je me suis envoyé 3 dépollutions par semaine, donc c'est des actions quand même physiquement engagées, parce qu'on ramasse pas que en ville, parfois c'est dans les digues, des enrochements, etc. Et puis il fait chaud. Je me suis quand même envoyé un sacré planning associatif avec des horaires et des visites où tu parles toute l'après-midi avec du monde et tout ça en ayant mangé végétarien à bord. Et puis ça a l'air de poser aucun problème aux 12 autres. Et du coup ils repartent avec ça. Et ça, je trouve que c'est aussi cool de pouvoir mettre en action des choses. Et quand tu dis à quelqu'un tu peux être végé, ça se passera très bien pour toi, pour ta santé. Et puis tu vas voir, tu seras pas carencé ni rien. Et en plus c'est super bon parce qu'on a quelqu'un qui est dédié à faire à manger. Et ça fait pas pareil que quand tu vis pendant un mois. Et donc c'est des gens qui repartent avec des recettes, des types de trucs. Je trouve ça chouette, mais ça reste que de l'alimentation. Et le combat, il faut qu'il soit beaucoup plus large. Et quels sont vos conseils pour les gens qui sont peut-être un peu perdus ou angoissés? Je peux pas répondre en première à ça. Ah ouais, c'est moi qui dois m'y coller? Ouais. Quels sont les petits conseils que vous pourriez donner pour des gens qui en ce moment sont un peu perdus ou angoissés et qui auraient besoin de remettre un peu de joie et de bonheur dans... Moi, je dirais 2 choses. Premièrement, s'entourer. On choisit aussi de s'entourer et c'est hyper intéressant d'avoir du monde autour parce que des fois t'es 3 à être angoissé, du coup ça pour moi 3 angoissés créent un militant. Tu vois, genre c'est une formule mathématique bizarre, mais donc ça, s'entourer.
Et deuxièmement, pour moi, ce qui a toujours été hyper important, et je pense que c'est ce qui fait que je fais l'économie d'être très malheureuse, c'est la cohérence. Ça, c'est ma ligne de conduite. C'est-à-dire que, bah, tu vois, on va reparler d'alimentation, mais je suis végane, mais je m'interdis pas de temps en temps de balancer du parmesan sur ma pizza parce que ça me fait plaisir à ce moment-là et c'est pas une culpabilité derrière parce que je le fais en conscience et que c'est de moi à moi et que la transgression, de temps en temps, j'aime bien flirter avec. Ouais. Et du coup, et c'est pas grave et c'est pas pour ça que ce jour-là je suis une moins bonne militante ou je suis une moins bonne personne ou voilà, il y a des fois où bah typiquement je vais prendre la voiture alors que clairement je pourrais y aller en bus, enfin, etc. Et donc c'est la cohérence, c'est un peu ma ligne de conduite. Est-ce que là je suis cohérente vis-à-vis de mes valeurs ou pas? Et est-ce que je peux m'autoriser cet écart ou pas? Et finalement c'est une ligne un peu directrice qui est cool parce qu'elle est fluctuante. Il y a des matins tu peux t'arranger avec cette auto-règle que tu te poses à toi-même, quoi. Donc, je trouve ça, c'est assez intéressant d'avoir sa ligne de conduite. Et surtout pas vouloir être parfait. Ça existe pas. Et si tu vas chercher un but qui est complètement inconcevable, d'être le militant écolo parfait, mais tu seras tellement malheureux. En fait, juste être en conscience et cohérent. Et avec des bons amis autour et des gens qui, en tout cas, peuvent te soutenir là-dedans et te faire évoluer aussi. Moi, je dirais ça. Moi, je dirais qu'il faut être en conscience, justement. Déjà, ces gens, je leur dis, en fait, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et c'est cool de ressentir une émotion aussi forte que l'angoisse, en fait, parce que c'est le point de départ de tout un autre tas d'émotions qui sont totalement l'inverse de l'angoisse, en fait. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette émotion-là, d'où elle vient, qu'est-ce qui la régit. Et la plupart du temps, en fait, c'est un moteur, quoi. C'est même ton carburant, en fait. Qu'est-ce que ça te fait faire derrière? Et puis, en fait, on est tous un peu anxieux de plus ou moins de choses dans nos vies au quotidien. Enfin, c'est vraiment pas un truc qui touche 1% de l'humanité, quoi. On est vraiment pas seul. Et c'est pas une maladie, surtout. Et c'est pas une maladie, voilà, non, mais vraiment. Bonjour, je suis écolo. Bonjour, je suis écolo. J'ai un peu la frousse, quoi. Je pense que c'est sain. Parce que si t'es anxieux et si t'as peur, ça veut dire que tu te remets en question sur les choses qui t'entourent et les choses que t'incarnes. Et pour moi, c'est cool. C'est vraiment la porte d'entrée à comment est-ce qu'on peut être meilleur tout seul et puis ensemble avec les autres. Et puis on se fait du bien. Enfin, et transformer en action des émotions. En vrai, ça fait du bien. Ouais. En fait, c'est comme quand t'es angoissé chez toi le soir parce que tu te dis, oh merde, j'ai pas fermé ma porte d'entrée, un cambrioleur va rentrer, je vais me faire agresser, blablabla. Là, tu te lèves et tu vas vérifier que la porte elle est bien fermée ou pas. Là, c'est une métaphore un peu trop de pourri, mais en vrai, c'est un peu ça aussi, tu vois. Tu dis, merde, il fait vraiment trop chaud, c'est la canicule, blablabla, j'ai un petit jardin, mais qu'est-ce que je fais? Ben, je vais planter un max de trucs verts et puis il fera peut-être un peu moins chaud et puis si tout le monde fait ça, ça va fonctionner, quoi. Peut-être je me trompe, mais je me dis que si t'as une vraie anxiété et que du coup t'es sidéré un peu et tu vois j'ai vraiment la scène de un peu la position fétale dans le noir parce que l'électricité ça consomme, enfin tu vois je caricature vraiment l'éco-anxiété comme ça et ben en fait tu la nourris aussi hein. Ta sidération de genre ok j'ai pris ces infos, je suis malheureuse avec ces infos, j'angoisse de ouf de l'avenir et que tu restes avec ça. Mais quelle horreur! Enfin, moi, ça me touche en tant que personne. Viens, je te prends par la main. Viens, on va faire un autre truc. Même un truc qui pollue, en fait. Viens, on prend l'avion, on va aux Canaries, tu vois. Et non, je plaisante. Ce serait pas ça parce que j'ai peur de l'avion. mais tu vois, un truc je pense que la sidération, elle se nourrit et l'anxiété ou la déprime, elle s'auto-nourrit et au final, c'est tout de suite le petit pas de côté. Et il y a 1000 façons de le faire. Faut juste trouver le sien. Et c'est vrai que quand t'es pris dans une énorme tristesse, une énorme angoisse, c'est évidemment difficile de trouver ce petit pas de côté. Mais je crois que aussi, il y a des choses qui aident, notamment d'avoir ce mot d'éco-anxiété ou de solastalgie qui n'existait franchement pas. Et au même titre que végétarien, vegan, il y a 20 ans, on savait pas la différence. Là, maintenant, ces mots, ils sont posés avec un risque. C'est que du coup, t'as un plein 1000 diagnostics et que tout le monde les trucs des étiquettes, moi, j'aime pas trop. Il y a des gens qui se nommé alors qu'ils en sont pas victimes réellement, en fait. Ouais, c'est juste que c'est un mot qui est dans le dico et pourquoi pas? Ouais. Il faut juste pas banaliser ce truc-là parce que pour moi, ça peut être grave. Mais au final, maintenant qu'on a le mot et que c'est diffusé et qu'il y a beaucoup de podcasts, de documentation là-dessus et on est en recherche, moi, je trouve ça génial parce que ça veut dire qu'on évolue, on est encore en train de créer des mots et des mots. Alors ça, c'était très bien trouvé. On est encore, tu vois, et ça veut dire que quoi, l'être humain il est encore en mouvement. Moi, tant qu'on est en mouvement et qu'on vise à la cohérence, ça va, je signe, tu vois. On n'est pas, après, je suis peut-être un peu trop optimiste. Moi, je trouve que c'est comme ça qu'on règle l'anxiété. Et moi, je sais de quoi je parle, j'ai un passif d'anxiété qui est quand même assez fort.
Et quand t'es dans une crise d'angoisse, tu vois, typiquement, faut juste s'arrêter à l'instant T, et c'est cet instant-là, en fait, qui te permet de passer à l'action ensuite derrière et de dire, ok, qu'est-ce qui me fait du bien maintenant? Qu'est-ce que je constate maintenant? Est-ce que je vais vraiment mal tout de suite maintenant? C'est quoi le problème? Et en fait, il y a rien, tu vois, parce que l'instant présent, il est juste plat, quoi. Et c'est ça qui te permet ensuite de partir sur une action positive. Mais il y a aussi, pour moi, c'est hyper spontané. Peut-être je me trompe, hein, et je parle de tout que je maîtrise pas, mais pour moi, c'est hyper spontané. J'ai un problème, je cherche la solution. Et c'est le problème de l'éco-anxiété, c'est que tu t'installes dans quelque chose où tu vas continuer à te documenter ou à rencontrer, à te dire, mon Dieu, et tout d'un coup, ça te prend et ça te fige. Ouais. Et moi, je suis pas d'accord d'être figée par rien. Il y a pas le capitalisme qui va me figer, il y a pas même l'anxiété, je suis pas d'accord avec ça parce que c'est ma marge de manœuvre, c'est d'être acteur et pour moi c'est hyper spontané, tu as un problème, tu cherches une solution. Et c'est le problème devient quand tu peux même pas trouver la solution tellement tu es pris dans ces filets-là. Et du coup va t'entourer de personnes, parle-en, invente ta façon de te sortir de ça. Et sans parler de choses très très médicales, fais-toi suivre s'il y a besoin, il y a des médecins maintenant qui travaillent sur ça. Enfin voilà, il y a aussi tu vois de doses d'éco-anxiété. Mais à un moment, c'est transforme-le en acte et trouve les tiennes et t'as la liberté de trouver lesquelles. Et peut-être c'est ça qui est flippant aussi, c'est que tu te retrouves avec des millions de données incroyables sur l'avenir très très moche du monde et t'as très peu de listes de solutions et un sens. Je te remercie de ce podcast-là parce que finalement nous on présente une façon d'être acteur et d'être centré et de se sentir au bon endroit au bon moment. Mais quelle chance quoi, tu vois. Et il se trouve que c'est un peu ce qu'on vit en ce moment, les deux. Et pour finir, la dernière question, vous en avez quand même parlé tout au long de l'épisode, mais je vous la pose quand même. Qu'est-ce que l'écologie pour vous? Comment vous le définiriez pour vous? Moi, je pense que c'est être logique, en fait, à tout point de vue. C'est d'être logique dans tous les aspects de ta vie, pour le bien-être de tous, pour un bien-être général. Pour moi, c'est juste simple, en fait, l'écologie. Il faut que tu développes parce que moi, je réfléchis encore à la réponse. Oh là là, cette question, qu'est-ce que l'écologie pour moi? Mais pour moi, c'est ma vie, quoi. C'est ma vie. Mais c'est un bout de ma vie parce que je voudrais bien rajouter plein d'autres trucs. Parce que ma vie, c'est aussi des interactions, des rencontres, des évolutions, des peurs, des doutes, des combats. Enfin, c'est tout ça. Ma vie, elle est tellement folle. Mais l'écologie, ouais, c'est un mot mince. C'est juste un mot pour moi et c'est un mot surtout. Mais c'est un mot qui est chouette quand même, hein, parce que je sais pas le définir. Je sais pas le définir. Mais c'est un mot cool, quoi. Parce que moi, l'écologie, ça me fait popper des rencontres. Ça me fait popper. C'est ça aussi pour moi, l'écologie, c'est le nom qu'on a donné à quelque chose que je trouve juste normal et qui est transversal et qui est trop bien, quoi. L'écologie, c'est chouette. Ouais, c'est ce qui me permet d'avoir des tenues en masque Covid et de défiler sur un voilier et d'être sur des photos de Claire, d'avoir des bikinis en mégot. C'est ça, l'écologie. Mais c'est des fous rires qu'on a pu prendre ensemble. Enfin, voilà. C'est un mot, quoi. Bah, c'est déjà très chouette de dire que l'écologie, c'est la vie. Ouais, j'ai dit ça, c'est beau, ça. C'est quand même, ouais. Pour moi, mais c'est vrai. Et puis, c'est la cohérence aussi. Je pense que l'écologie, c'est une chance aussi. C'est une chance d'avoir une montée en compétences. Je veux parler par rapport aux bénévoles et tout. Moi, c'est une chance de pouvoir s'épanouir aussi. Parce que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas éco-anxieux. Ils sont juste malheureux parce que ce qu'on leur propose, ça convient pas. Et que tout d'un coup, l'écologie, ça peut t'ouvrir tellement de portes intellectuelles, amicales, professionnelles. C'est l'écologie. En vrai, c'est cool. Bah ouais, c'est cool. C'est cool parce que c'est simple, encore une fois, et il y a beaucoup de sobriété, je trouve, dans l'écologie. C'est revenir à des choses assez essentielles, assez presque primitives, quoi. Et ça met en synergie aussi des choses dont on a besoin, je pense. Ouais, voilà. Puis ça enlève tout un tas de pression mentale liée à la surconsommation, à la sursocialisation aussi. C'est aussi de la simplicité, t'as raison. T'as raison. Pour moi, c'est vraiment de la sobriété, quoi. C'est t'écartes de ta vie plein de trucs superficiels qui t'étouffent, en fait. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie..podcast
de2ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.